Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir donc ouvrir voilà, quand tout le monde arrêtera d'être dissipé, ce 43e conseil municipal de notre mandature. Nous avons à désigner un secrétaire de séance. Nous avons un Benjamin qui est M. Charpentier, si jamais il accepte et si tout le monde est d'accord. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de Mme Marie-Paul Coirier pour Mme Yveline Thibault, le pouvoir de Mme Nicole Constantin pour Mme Parpaillon, le pouvoir de M. François Edouin pour moi-même, le pouvoir de Guy Caillé pour M. Bonin, le pouvoir de M. Proust pour M. Nolot et le pouvoir de M. Devoix pour Mme Sureau quand elle sera arrivée. Voilà. Et on m'avait noté que Mademoiselle Labarthe serait en retard, mais elle est arrivée à temps. Nous avons à approuver le procès-verbal de séance du 6 novembre 2018. Y a-t-il des remarques? Non, je le considère donc comme adopté. Nous allons ouvrir, si vous le voulez bien, par une motion qui vous a été distribuée. C'est en fait une motion qui concerne le rétablissement des horaires d'ouverture au guichet de la gare SNCF. C'est une motion qui a déjà été votée par la communauté de communes et je voudrais juste en préambule dire un petit peu quelle a été l'importance du travail qui a été fait par certains élus, avec en tête Dominique Bonin, et puis l'association défense des services publics, donc la DSP, qui depuis des années et des années, on a combattu ensemble, nous avons été sur les voies pour défendre donc cette gare. Je pense bien qu'aujourd'hui, si jamais il n'y avait pas eu ce travail, la gare de Luçon n'existerait peut-être plus. Je voudrais au passage saluer tout le travail qui a été fait, en particulier par le département de la Vendée et par la région des Pays de la Loire, puisque à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un appui donc de ces deux collectivités pour appuyer donc les mouvements qui ont été faits sur Luçon. Sur cette motion, je vais vous permettre de la lire. Elle est un peu longue, mais il me semble intéressant de l'avoir in extenso. Depuis plus de 15 ans, les élus de Luçon, l'association des usagers pour la défense publique du service public du pays de Luçon, ainsi que les autres collectivités de notre bassin de vie et usagers, sont mobilisés pour la sauvegarde de la desserte ferroviaire de la gare de Luçon. Depuis des décennies, l'entretien de la ligne étant à l'abandon, les actions menées ont permis de mettre en évidence la pertinence de la ligne ferroviaire entre Nantes et Bordeaux et aussi la nécessité de réhabiliter l'infrastructure, notamment sur l'axe La Roche-sur-Yon et La Rochelle, afin d'assurer la pérennité du transport des voyageurs et des marchandises. Aujourd'hui, le projet de création d'un bâtiment de signalisation, la mise aux normes PMR de la gare avec la création d'un passage souterrain avec rampe, la reconstruction des quais sont en phase d'étude, ainsi que le renouvellement d'une voie sur 102 km. Cependant, la vigilance est de rigueur pour que ces engagements soient respectés avec un début des travaux fin 2019. Depuis cet été, la SNCF a apporté une nouvelle attaque contre le service public de transport ferroviaire en fermant inopinément le guichet de la gare de Luçon et en refusant le remplacement de la titulaire du poste de vente durant ses congés d'été et lors de certains repos hebdomadaires. Ces fermetures ont engendré de nombreux mécontentements d'usagers qui ont trouvé régulièrement le guichet fermé, guichet qui est le seul point de vente et de renseignement de tout le sud Vendée. La SNCF justifie sa position arguant l'utilisation progressive de l'Internet et la mise en place des automates de vente dans les gares. Si la population urbaine est sensibilisée à ces outils, ces pratiques ne sont pas transposables auprès d'une population rurale et plus âgée. La gare de Luçon n'est équipée que d'un automate pour la vente des billets TER et non pour les autres services tels que l'achat de billets grande ligne, carte jeune, carte senior, etc. Le site internet
implique des recherches fastidieuses au départ des gares de province, car il est conçu principalement pour les réservations entre grandes agglomérations et en général, les propositions du coût de voyage via le site internet sont 8 fois plus chères car elles génèrent des correspondances via les grands axes. Le maintien d'un agent au guichet à des horaires adaptés est indispensable pour une politique tarifaire juste et équitable. Un conseil toujours avisé et un service rendu indispensable. Exemple, utilisation de chèques vacances, carte de réduction, propositions d'alternatives moins coûteuses, etc. Aujourd'hui, le service rendu est incontestable et les chiffres de fréquentation au guichet de la gare de Luçon le démontrent. La SNCF annonce en moyenne 60 transactions par jour, soit la vente de billets de train. Elle omet de dénombrer les demandes de renseignements. La dernière convention d'exploitation des services ferroviaires régionaux 2018-2023 prévoit sur 3 ans une réduction de 100 000 heures de vente au guichet, soit 33 000 heures par année. Ainsi, ce sont près de 60 postes qui vont être supprimés d'ici 2020. Une fermeture du guichet à Luçon était à redouter. Il est évident que ces horaires étaient au niveau national et pas au niveau local, loin s'en faut. C'est quasiment chose faite depuis le 1er décembre 2018. La SNCF a réduit les horaires d'ouverture du guichet de la gare SNCF de Luçon. Ainsi, au lieu d'ouvrir toute la semaine, soit 56 heures, le guichet n'est plus ouvert que 20 heures par semaine, soit le lundi matin, jeudi et vendredi. Cette décision est inadmissible, car une concertation avait eu lieu en août à ce sujet avec la SNCF, la région, le département et les élus locaux. Les élus demandaient le maintien de l'ouverture sur la semaine et la SNCF s'était engagée à faire de nouvelles propositions. Au mépris des élus, arbitrairement, la SNCF a imposé la réduction des horaires au guichet. Une solution existe. Il y a en permanence à la gare un agent de circulation de SNCF Réseau pour assurer les arrivées et les départs des trains. Cet agent pourrait très bien assurer ce service au guichet entre les arrivées et les départs de train. Seulement, la SNCF ne l'entend pas ainsi. L'agent au guichet est un agent SNCF Mobilité, quand celui de la circulation est un agent SNCF Réseau. Au sein de notre communauté de communes Sud-Vendée Littoral, il faudrait mettre au sein de la ville de Luçon et de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, il y a un petit bug. Nous sommes en élaboration du projet de territoire et il est inconcevable qu'il soit amputé avant même d'être validé par une diminution des services dans le volet mobilité, priorité essentielle au désenclavement de notre bassin de vie. La dernière convention d'exploitation des services ferroviaires régionaux 2018-2023 fixe dans ses objectifs qu'elle doit tenir compte de l'exigence d'apporter un service de qualité adapté aux besoins des voyageurs, en particulier en milieu rural. Le Sud-Vendée vit dans la ruralité, la SNCF doit tenir ses promesses. Les élus et usagers de Luçon et de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral demandent le rétablissement des 56 heures d'ouverture du guichet de la gare SNCF de Luçon par semaine et le remplacement de l'agent lors ces périodes de repos afin de satisfaire aux besoins des usagers. Cette motion est un peu longue, mais elle permet d'avoir toutes les explications de ce qui s'est passé et surtout de l'aberration. D'avoir quelqu'un qui est toujours présent à l'intérieur de la gare, mais sous prétexte qu'il s'occupe des départs de train et non pas des ventes de billets, eh bien on lui laisse tourner les pouces alors que la SNCF le rémunère. Alors, la SNCF est coupée en deux, mais les mises à disposition, on fait ça couramment dans nos communes, dans nos communautés de communes. S'ils ne savent pas comment faire, ils n'ont qu'à nous demander. Je pense plutôt que c'est un déni de vouloir trouver une solution et derrière trouver des excuses pour pouvoir fermer donc ce guichet et le laisser abatteur. Par ailleurs, on sent bien quelle est l'orientation de la SNCF, puisque vous avez vu, ils mettent à disposition un automate exclusivement pour les TER. Et on se demande jusqu'à quel point demain ils ne sont pas en train de créer des gares TER et des gares SNCF. Donc les gares TER étant rendues et payées par les régions,
alors que les autres gares seraient bien sûr continuer à être financées par la SNCF. On ne peut pas accepter ce genre de choses-là. On ne peut pas traiter la totalité du Sud-Vendée comme des gens qui n'auraient le droit que de se déplacer sur des TER qui assurent bien sûr des dessertes locales et non pas des dessertes nationales. Je serais très contrarié si jamais demain les intercités ne s'arrêtaient plus à Luçon. Et donc il faut être excessivement méfiant face à cette orientation. Et je pense que le combat qui a été initié maintenant depuis, je me tourne vers Dominique, plus de 15 ans, oui, plus de 15 ans, quelque chose qui n'est pas fini. Et si la SNCF veut jouer le pourrissement comme elle le fait depuis le début, je crois qu'avec nous, elle est mal tombée. Il va falloir qu'ils apprennent à connaître les Vendéens et en particulier les gens du sud Vendée. Voilà le commentaire que je pouvais en faire. Y a-t-il des interventions, Monsieur Nolot? Non, bon, on ne pourra que être solidaire de cette motion. On l'a déjà voté à la communauté de communes. Là, c'est plus résumé et c'était suite à ce qui s'est passé samedi il y a 8 jours. Effectivement, on ne peut pas accepter aujourd'hui, surtout avec la transition écologique qui est en cours, le déplacement des personnes qui travaillent à Nantes ou à Bordeaux, ou même à La Rochelle, les étudiants qui vont à Nantes aussi et à Bordeaux, sur une seule gare TER, c'est pas possible. Il est évident que pour le projet de territoire, nous avons déjà pas une desserte routière énorme, on a quand même une sortie d'autoroute, mais c'est un point fort pour le Sud-Vendée, en sachant qu'aujourd'hui le guichet de Fontenay est fermé, celui de Challans est fermé. Il ne reste plus que La Roche et les Sables. On voit bien la pub qui a été faite, c'est aujourd'hui dans Ouest France sur le TGV qui va jusqu'au Sable. Donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a une préférence, je dirais, des Parisiens pour la ligne parisienne, c'est-à-dire venir en vacances au Sable, et pas pour les Luçonnais et pour le Sud-Vendée. Donc effectivement, on la votera et on ne doit pas accepter ces faits-là, puisque techniquement, les chiffres baissent, et que quand les chiffres baissent au guichet et dans le train, c'est plus facile de fermer une ligne, tout simplement. Donc effectivement, il y a des gens qui se battent depuis 15 ans. Il faut les soutenir. J'espère que la région fera ce qu'il faut aussi pour soutenir cette ligne. Soutenir cette gare, ce qui serait fou, c'est de rénover la gare et de ne plus avoir la ligne. On a vu, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé ailleurs. Non, on ne doit pas se contenter d'avoir une gare neuve et pas d'avoir une voie minimum. Le mieux serait quand même deux, mais au moins une voie pour pouvoir continuer à recevoir sur l'Aiguillon la Faute, voire même la Tranche, des personnes qui viennent en vacances, mais aussi aux gens qui habitent, aux retraités, je pense aussi aux retraités qui retournent dans leur famille, puissent partir sans voiture aujourd'hui, en prenant le train à Luçon. Merci, Monsieur Nolot. Juste deux petites précisions. Il y a une réunion qui a lieu début janvier à la région, à la demande de Roquebrancourt, avec la SNCF justement sur cette fermeture. Deuxième point, interrogé par Bruno Retailleau, la ministre des Transports a confirmé l'inscription du montant de la rénovation de la ligne par l'État. Bon, toujours la même chose, hein. Moi j'aime bien avoir la signature, donc, mais ça va plutôt dans le sens, dans un bon sens. Là encore, hein, parce qu'il y a un combat ici qui est un combat qui est exemplaire, hein, pour ce service public. Y a-t-il d'autres interventions? Non. Donc, à votre vote, s'il y a-t-il des contre, des abstentions, qui est pour? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons maintenant dérouler l'ordre du jour, en commençant par une DM3 hein, sur le budget principal. Il s'agit en fait d'inscrire des subventions qui nous sont arrivées. Alors, des subventions de la région pour la place de la gare, pour un montant d'un peu plus de 36 000 euros. Une subvention départementale pour les abords de la piscine pour un montant de 150 000 euros. Et des subventions départementales pour la rénovation du centre-ville pour un montant de 284 822,19 euros. Nous avons quelques dépenses à faire en investissement en regard. Il s'agit de la mise en sécurité du château d'eau. Hein, il y en a pour 10 000 euros.
il y a donc du matériel informatique pour 5 000 euros et du matériel de gym en complément de ce qui avait été obtenu par le club de gym pour un montant donc de 1 000 euros. Quand on fait les équilibres, du coup, il y a 454 889,19 euros qui doivent équilibrer, donc sortir des recettes. Donc on les sort des recettes et on va les remonter donc à la section de fonctionnement, ce que vous retrouvez donc dans la section de fonctionnement. Et du coup, eh bien, on va les retirer, bien sûr, ces montants du virement vers la section de fonctionnement. Et pour équilibrer, eh bien, on va les mettre dans les dépenses imprévues, sachant qu'il y a peu de chances qu'on ait ce montant de dépenses imprévues d'ici la fin de l'année, et que donc ça permettra d'aller alimenter le budget N+1. Avez-vous des remarques et des questions ? Juste la mise en sécurité du château d'eau, c'est quoi exactement? Alors en fait, c'est si vous voulez, parce qu'il y a on le fait vérifier quand même assez régulièrement, donc on avait fait passer une société, et en particulier, c'est des corniches qu'il a fallu retirer et certaines recoller. Et le dernier point, c'est juste pour le matériel de gym, on l'avait déjà voté, ça avait déjà été inscrit, non? Non, c'était alors pas le. Alors, on avait voté, mais on ne l'avait pas mis dans le budget. D'accord. Donc là aussi, c'est en fait l'écriture budgétaire du vote de la dernière fois. Ok, d'autres questions ou remarques? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Alors 23 pour, 5 abstentions, je vous en remercie. Deuxième délibération, il s'agit donc là d'une décision modificative numéro 3 sur le budget annexe de l'assainissement. Donc en fait, si vous voulez, on a des frais d'études qui sont à mettre, à alimenter, parce qu'il y a une étude qui est faite donc, pour la nouvelle station d'épuration. Il y en a pour 13 700 euros, donc on l'inscrit en dépense, alors en investissement. On va aller le financer en allant chercher 130 000 euros qui est resté sur les travaux en cours. Donc on va retirer donc à ce niveau-là. Et puis on va aller chercher sur le virement de la section de fonctionnement, donc pour 7 000 euros. En fait, en fonctionnement, nous avons une prestation de service. Il s'agit donc d'une étude sur les micropolluants. Alors là, du coup, ça passe en fonctionnement, puisque c'est fait par une société extérieure qui fait des analyses, ni plus ni moins. Et on avait eu donc des subventions pour ces mêmes micropolluants. Et on en avait, on les avait pas sortis pour l'instant sur les rémunérations qui avaient été faites pour les micropolluants. On peut donc tirer de ce compte donc 14 000 euros en recettes, et ce qui nous permet donc de l'équilibrer, puisque du coup ça dégage 7 000 euros en excédent de fonctionnement pour passer en investissement. Remarques ou questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Troisième délibération, c'est le budget zone industrielle. Donc là, vous savez que ce budget donc, va être fermé. On va donc prendre les écritures de manière à permettre de le passer sur le budget principal. En fait, il s'agit exclusivement des inscriptions donc des loyers. Il y en a pour 56 000 euros. Et donc on l'équilibre, tant en investissement qu'en fonctionnement, en jouant donc sur les virements de la section d'investissement et de la section de fonctionnement, et retirant donc des travaux en cours sur lesquels il restait des montants. Ce qui va donc mettre à zéro donc ce budget, et donc pouvoir l'inscrire sur le budget principal. Remarques ou questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité. Donc je vous en remercie. Ensuite, comme chaque année, eh bien, il faut équilibrer le budget de la maison de santé pluriprofessionnelle, et comme chaque année, pour pouvoir donc l'équilibrer, nous avons besoin de faire un virement depuis le compte principal de 20 000 euros vers le compte de maison de santé pluriprofessionnelle.
Remarque, question, Monsieur Nolot? Comme habituellement, on s'abstiendra. Pour le même principe que les autres années, c'est effectivement les Luçonnais qui viennent abonder au déficit de fonctionnement de la maison de santé. Et malheureusement, avec l'impôt de tous, c'est encore une fois, tous les Luçonnais n'y ont pas accès. Il y a de mieux, parce que l'année dernière, on avait 24 000 euros, là on est à 20 000. Voilà. Il y a encore ce problème-là, et la question qui ne s'est pas posée lors de la réunion, c'est de savoir si cette maison de santé intégrerait un jour ou un autre les autres maisons de santé intercommunales, puisqu'aujourd'hui... C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, mais aujourd'hui on fonctionne avec des maisons de santé intercommunales, celle-ci ne l'est pas. A priori, il y a des projets derrière qui ont été annoncés aussi. Voilà. Maintenant, c'est moins pire que ce que ça pourrait être. Il y a encore des médecins qui vont partir à la retraite. Bon, il faut être encore attentif, il faut faire attention. Voilà. Mais on s'abstiendra parce que malheureusement, il y a encore des gens qui se cassent le nez là-dessus et qui n'ont toujours pas de médecin. Et malheureusement, on est dans un secteur, encore une fois, pas aidé. Il y a plein de choses, on a plein d'avantages, plein de plus, et là c'est un gros moins. Donc on a vu qu'il allait avoir un travail avec l'hôpital, mais que il faut être attentif là-dessus, et malheureusement on n'offre pas le même service à tous les Luçonnais. Voilà. Alors oui, c'est un phénomène français, hein, malheureusement. Hein. Alors je vais vous faire la même réponse que d'habitude. Hein. C'est vrai que sur le fonctionnement, bon, il y a un règlement qui est quasiment que luçonnais. Par contre, rappelez-vous, sur l'investissement, il y avait quand même eu pratiquement 1 million d'euros qui avait été financé à la fois par le département et par la région, hein, ce qui est aussi, qui sort aussi donc des impôts des autres communes qui se... Oui, alors je parle en fonctionnement. Dans le fonctionnement annuel, c'est vrai. Dans le fonctionnement annuel, c'est vrai. Hein, mais bon, je vais dire, quoi faire? On n'aurait pas cette maison de santé pluriprofessionnelle, on aurait moins de médecins encore qu'aujourd'hui. Hein, et donc, j'espère que dans les années... les mois, les semaines et les années à venir, on pourra avoir la pleine... On l'a vu aussi, il y a aussi le problème de l'équivalent. Je n'avais pas tout à fait terminé. Ah pardon, excusez-moi. le plein rendement, si vous voulez, de ce que l'on a, parce qu'aujourd'hui, c'est le potentiel d'avoir quelqu'un qui nous coûte de l'argent, c'est-à-dire qu'on a mis la possibilité d'avoir donc 9 médecins, pour l'instant, bon, on ne les a pas, et la différence, bien sûr, est prise en charge par la collectivité, sachant que c'est la collectivité luçonnaise qui est propriétaire du bâtiment. Donc ça, par contre, c'est logique que ce soit aussi le propriétaire. Hein. Par ailleurs, et petite chose pour répondre sur les maisons intercommunales, on n'est pas du tout sur les mêmes types de maisons que eux, c'est tout simplement, si vous voulez, quelque chose qui est purement d'ordre, comment dirais-je, immobilier. Là ici, nous avons une maison qui est agréée. Hein, donc avec des soutiens de l'ARS, etc. Donc, et des possibilités d'ailleurs qui vont évoluer dans des fonctionnements qui sont propres à ce type de maison. Donc on n'a pas du tout les mêmes maisons à Lidl, à Nallier ou ailleurs, hein, parce que justement on rentre, nous, dans les maisons de santé pluriprofessionnelles agréées. Hein. Ce qui d'ailleurs attire un certain nombre de jeunes praticiens, Dieu merci, hein, et si on ne les avait pas, on aurait le problème. Avec le projet de santé, etc. C'est pour ça que dans le projet de santé, je voulais savoir si ça pouvait être intégré, si elle pouvait être intégrée dans le maillage des maisons de santé. Non, le projet de santé est propre à la maison agréée de Luçon. D'accord, ok. Hein, voilà, il y a un projet alors interne, après, il y a un autre qui vient se après c'est toute chose. Après, c'est toute chose. Après, si vous voulez, il y a un plan de santé qui est fait au niveau de la communauté de communes, qui est en train de s'élaborer, mais là, c'est très spécifique sur les maisons agréées. Okay. Après, je voulais juste revenir, oui, effectivement, sur l'équivalent temps plein, puisqu'il y a eu un débat où les kinés sont intervenus aussi pour dire qu'effectivement, autrefois, on avait des équivalents temps plein pour un médecin généraliste de 70 ou plus. Aujourd'hui, on est plutôt sur les 50, ce qui fait qu'en gros, il faut un médecin et demi pour refaire un médecin normal. Et bon, c'est pas simple, pas compliqué, enfin compliqué, si. Et voilà, il y a la difficulté aussi de compléter les équipes par ce biais-là, et de compléter aussi le nombre de patients qui pourraient être demandeurs aujourd'hui. Et ne pas exclure les autres qui s'installent à l'extérieur seuls, qui ont plus de difficultés, me semble-t-il, aujourd'hui. Voilà.
pour réunir, et on l'a vu cet été, hein, un médecin qui s'est arrêté 1 mois et demi. Ça rajoute encore des patients, malheureusement, sur la longue liste des patients sans médecin pendant 1 mois et demi. Et ce qui est ressorti aussi des interventions et de la demande, c'était, je cherche le nom, des signatures des ordonnances, voilà, et prescriptions. Donc c'est vrai qu'il faudrait trouver une solution pour pouvoir au moins signer les ordonnances, ce qui ne prend pas plus de temps que ça. Il n'y a pas de consultation a priori trop longue. Si c'est un renouvellement. T'as sûr. Oui, mais même un renouvellement, il faut au moins une consultation pour certains types de renouvellement. Hein, oui. Il faut quand même être clair. Hein. C'est pas si simple que ça. On doit pouvoir aujourd'hui au moins délester les gens qui ont besoin juste d'un renouvellement d'ordonnance, de pouvoir le faire. Oui. C'est ça. Micro, et merci de demander la parole, parce que sinon ça va... Pardon. C'est en fait au cours des soirées du contrat local de santé, ça a été évoqué comme sujet, et il y aurait des assistants médicaux qui pourraient aider les médecins, mais bon, ça, il faut qu'on voit par l'ARS que ce soit financé, parce que voilà, ça fait partie du projet à 2020, et ça permettrait de gagner du temps sur la consultation et que le médecin puisse en faire plusieurs. En fait, c'est une autre façon de pratiquer aussi, d'utiliser ces médecins, comme on disait l'autre soir, c'est plus votre propriété, et qu'il faut savoir prendre le remplaçant ou le stagiaire et pas spécialement son médecin. Et puis ne pas s'y déplacer aussi pour un rien, quoi, en fait. Hein. Donc je crois que le patient doit aussi changer d'attitude, en fait. Le médecin change d'attitude parce qu'il fait plus 70 heures, mais il faut que le patient change aussi d'attitude. C'est une éducation. Par contre, que ceux qu'on n'ont pas eu ou plus et qui en ont un aujourd'hui ont changé d'attitude. C'est ceux qui aujourd'hui l'ont toujours, qui n'ont pas changé d'attitude. Oui, on est d'accord. Toujours difficile. Toujours difficile de changer les habitudes, mais je retiens un point important de ce que vous avez dit. Et j'aime bien le temps plein médecin, c'était 70 heures. Le temps plein aujourd'hui, c'est 50 heures. Et j'insiste là-dessus, parce que très souvent, j'entends dire des gens ah oui, mais maintenant, ils travaillent à mi-temps. Non, ils ne travaillent pas à mi-temps. Ils travaillent 50 heures par semaine. Hein, il faut le dire haut et fort. Et dans notre société, il semble assez logique que les gens puissent vivre un petit peu en dehors. C'est d'autres manières de vivre. Ce sont les évolutions de la société et il faut les respecter. Mais ça, je vous remercie d'avoir mis en avant et en exergue cette chose. C'est pas moi, c'est les kinés qui étaient sur place qui l'ont dit. Oui. Je ne l'ai pas inventé. Après, effectivement, aujourd'hui, si on veut avoir des médecins sur place, c'est dans les maisons pluridisciplinaires, professionnelles. Je ne me souviens jamais. C'est pas grave, c'est pareil. Il faut accepter qu'effectivement, ils prennent un après-midi de temps en temps. Voilà, c'est comme ça. Et l'évolution, je ne vois pas pourquoi l'évolution de la société ferait que nous, on puisse en profiter, que des gens aient des RTT et qu'eux ne puissent pas le faire non plus. Il faut être logique, ou autrement, ils vont ailleurs. Hein. Ils vont dans les collèges. Un ETP, c'est 35 heures, un ETP. Hein. C'est vrai. Bien, merci bien. Maison de santé pluriprofessionnelle, comme c'est inscrit. Voilà. Bien, merci. Suite... S'il n'y a pas d'autres interventions, je le soumets donc à votre vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour ou qui est pour. Heureusement qu'il y a eu une ponctuation pour annuler ce bras levé intempestivement. 5e délibération. Autorisation budgétaire 2019, budget communal. Alors ça, c'est comme tous les ans. C'est-à-dire que pour permettre d'attendre le budget primitif, on peut voter jusqu'à 25% donc, du montant de l'année d'avant sur le budget primitif. Donc voilà ce que je vous propose pour continuer à travailler avant le vote du budget. C'est de mettre donc les sommes qui sont inscrites sur ce tableau, sachant qu'il y a un montant qui est plus élevé que les autres, qui est d'abord de la piscine, c'est tout simplement parce que ils ont commencé et il faudra bien les régler en début d'année avant le vote du budget. Avez-vous des remarques ou des questions? Monsieur Nadeau? Oui. Vous doutez de quoi je veux parler?
Non. Oui, je pense, mais enfin, je vous laisse le dire. Voilà. À moins que vous vouliez que je le dise pour vous, non Vous non. pourriez presque. Allez-y. Il y a un an, vous nous aviez dit avoir choisi l'emplacement de la future école du centre, sur le champ de foire, quitte à ne pas faire plaisir à certains. Mais en ville se murmurait déjà un plan B qui était déjà sous le coude, voire un plan D même. Avec le terrain à l'extrémité de la caserne, non pas pour y mettre l'école, mais pour y mettre la foire du 15 août et les cirques. Depuis 2014, nous avons eu le droit au site de l'ancienne piscine, du séminaire, du champ de foire, soit déjà 3 études à 50 000 € de faisabilité. Et aujourd'hui, une 4e. 200 000 € d'études, en gros, une par an. De quoi faire des euros au cabinet d'études. C'est inscrit. Vous êtes, non, vous êtes beaucoup trop, c'est pas suffisant, ça, mais enfin bon, allez-y. Si la taille du terrain à la caserne, 2 hectares, ça fait 22 000 m², est très largement suffisant, nous nous inquiétons de la possibilité de voir fusionner les écoles du centre avec Jean Moulin. Comme indiqué par Cap Urbain pour le site du séminaire. Il avait été donc inscrit en introduction de ce projet que, alors je reprends, je ne l'ai pas inventé, la ville de Luçon a affirmé depuis plusieurs années une volonté de regrouper les écoles élémentaires de son territoire. En ce sens, la première hypothèse soulevée fut celle de construire un nouvel établissement. Ça, c'était le préambule de Cap Urbain pour le séminaire. Donc on peut, nous, avoir peur de ce projet-là, surtout que des rumeurs reviennent incessamment. De plus, il semble acté depuis septembre que le ministère de la Défense avait donné son accord pour la cession de ce terrain, de quoi laisser le temps à Cap Urbain de sortir des plans. D'ailleurs, dans une lettre adressée aux membres du comité consultatif, vous leur avez signifié que le projet définitif leur serait présenté courant janvier. Oui, on est en décembre. Alors, projet définitif, moi je veux bien, mais un projet définitif, il n'y a aucun débat sur l'implantation, aucune consultation préalable à l'avant-projet. Aucun débat sur l'implantation, il n'y a eu que ça? Non, je parle du comité consultatif. Ah, sur l'implantation, vous y étiez dans le comité consultatif? Ah non, j'y étais pas moi. Ah bah oui. Laurent y était. C'est bien dommage parce qu'il y a eu des discussions sur l'implantation. J'ai pas fini. Et je vous laisse après la parole. Pardon. Il aurait fallu créer un comité de pilotage beaucoup plus transparent et auteur du projet. Nous regrettons ces revirements successifs et souhaitons aller au bout des choses et faire une dernière étude sur une reconstruction sur site qui permettrait de mettre les 5 projets d'implantation. Non, il a été fait il y a longtemps. Sur la table, avec le coût réel ainsi que les points forts et les points faibles de chaque site. Construire une école est un projet ambitieux qui doit durer au minimum 40 ans. Il est un indicateur du dynamisme d'une ville. Ne faites pas la même erreur que pour la piscine, consultez. Concernant ce terrain, quel est le prix? Il peut être une bonne opportunité pour la ville, pour un futur aménagement, et devons, quelle que soit la solution trouvée pour l'école, l'acquérir au meilleur prix. Voilà. Monsieur Nolot, je comprends que vous vouliez en faire une affaire, mais je vais être très clair. Je suis d'accord avec vous. 40 ans, c'est à peu près ce qu'il faut, donc pas d'erreur, il faut étudier les choses, etc. Bon, il y a eu plusieurs possibilités. Si jamais on a fait plusieurs études, c'est parce que justement on a écouté les gens qui nous demandaient un certain nombre de choses, et donc on les a étudiées. Il y en avait qui étaient possibles, d'autres qui n'étaient pas possibles, mais il fallait au moins les étudier, sinon vous m'auriez dit qu'on n'a pas écouté les gens. Quand vous dites qu'on ne consulte pas, bien sûr que si, on consulte. La preuve en est, c'est qu'on a fait plusieurs études suite à ces consultations. Il y a des opportunités qui sont arrivées et qui n'existaient pas depuis le début. C'était la vente donc, de ce terrain, en effet, qui aujourd'hui a été acté par l'État, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui nous permet de faire une évolution qui devrait satisfaire le plus grand nombre. Donc on va y aller joyeusement, mais suite à des interventions aussi, de gens qui, au départ, ne voulaient pas l'ancienne piscine, qui ensuite disaient il faut le remettre dans le centre-ville, très bien, on le met dans le centre-ville, ils n'étaient plus d'accord, ils voulaient qu'on le refasse à la piscine, et puis on a fait, bon, il y a un moment, si vous voulez, il faut prendre des décisions, ce qui est important, c'est d'arriver finalement à une école, en effet, qui va tenir 40 ans, et qui répond à un cahier des charges qui va satisfaire à tout le monde, en particulier sur le comité consultatif, et c'est là que je vous prends en défaut, quand ils nous ont dit, mais attention à la taille des cours, et attention au fait qu'on n'a pas de lieux sportifs. Ben là, on va pouvoir les faire. Donc, au contraire, on y répond. Bon, quant à la piscine, je trouve ça assez amusant parce que on n'a pas consulté, il n'y a pas eu de discussion. Ça a été l'objet principal
du dernier débat municipal, enfin de la dernière élection municipale, sur lequel nous avons été élus à 56%, alors que c'était justement... Alors vous avez fait au contraire, hein, quand vous avez mis en avant cette histoire de la piscine, vous avez fait en fait de l'élection municipale un véritable référendum sur cette piscine. 56% des gens étaient d'accord. Donc là-dessus, ne dites pas qu'on ne concerte pas, loin s'en faut, parce que si jamais on n'avait pas concerté, je vais vous dire, ça ferait un moment que cette école serait construite, et je pense qu'on serait passé à côté de certaines opportunités que l'on a. Bon, maintenant, il y a un moment où, quand on a regardé tout ce qu'il y a à regarder, il faut y aller. Quant au montant des études, vous êtes complètement à côté. Hein, on n'est pas à ce montant-là, loin s'en faut, Dieu merci. Hein, loin s'en faut, je vous donnerai le montant exact. C'est pas parce qu'on inscrit sur un budget primitif un montant que c'est forcément celui qu'on règle au bout du compte. Hein, parce que quelquefois, on le met justement pour pouvoir faire les réserves, en particulier de lancement des études, des travaux qu'il doit y avoir derrière. Donc, alors je sais, dans votre feuille de chou, vous l'aviez mis, mais c'est pas du tout ça. Il y a un moment où il ne faut pas regarder l'inscription, il faut regarder réellement ce qui a été réalisé. Donc voilà. Ceci dit, je pense que en effet, en tout début d'année, on aura quelques bonnes nouvelles à annoncer, hein, sur cet équipement. Alors la feuille de chou, c'était le petit Luçonnet, c'était ce mois-ci. Non, c'était sur votre journal. Je peux vous le ressortir, où c'était signé Monsieur Douget, et je peux vous le ressortir. Il n'y a pas de signature. Bon, oui. Si. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a changé 4 fois de site. Oui. Vous avez demandé. On a fait des études. Aucunement aux parents. D'ailleurs, il y a. C'est faux. Vous allez voir ce qui va se passer au mois de janvier, puisque les parents vont monter au créneau pour savoir leur décision. Donc vous ne les avez pas consultés, c'est pas possible. Oui, si. Voilà. Bien entendu. Alors après que vous fassiez de l'agitation politique parce qu'on approche des élections, ça c'est une chose. Mais il y a un moment, si vous voulez. Je peux vous relire exactement ce que je vous ai dit. Oui. Je peux le relire. Oui, mais il n'y a pas de souci. Bien sûr qu'on en a parlé. Il y a un an dans le journal, vous avez dit j'ai pris ma décision, ça sera le champ de foire. Aujourd'hui, ça change parce que les commerçants sont montés au créneau et ils ont fait plus de bruit que les autres. Ah ben alors, j'écoute ou j'écoute pas les gens? Attendez, c'est qui qu'on écoute en premier? C'est ceux qui vont être concernés? Moi, je vais vous dire ce que j'écoute en premier, c'est l'éducation nationale. Voilà. Donc on est d'accord. Ben non, on est bien d'accord. Ouais. C'est quand même les professionnels qui vont travailler dedans. Et quand on a monté les maisons de santé pluriprofessionnelles des médecins, est-ce qu'on a d'abord écouté les patients avant d'écouter les professionnels? Heureusement qu'on ne l'a pas fait. Quand on a monté le théâtre, est-ce qu'on a écouté d'abord les gens qui travaillaient dans le théâtre et qui faisaient des productions que les gens qui étaient dans la salle? Il y a un moment où il faut être cohérent. Les parents, c'est très bien. Ils ont des exigences. Ils les ont dites. Je les ai entendues, puisque justement, à l'heure actuelle, on va changer de lieu pour permettre de répondre à ce qu'ils nous ont demandé. Donc je les écoute, parce que les demandes des cours plus grandes et puis de la salle de sport, c'est pas l'éducation nationale qui l'a demandé, ce sont les parents. Donc arrêtez, il y a un moment où, si vous voulez, il faut être honnête. Comité consultatif, faut être honnête. Vous êtes arrivé avec les plans, et c'est après qu'il y a eu discussion sur le... heureusement qu'on arrive avec des projets. Attendez, si j'arrive... Ils ne sont même pas intervenus sur la disposition ou quoi que ce soit. On leur a dit c'est ici, vous avez ça, c'est comme ça. C'est faux. C'est absolument faux. Après, il y a eu la discussion. Heureusement, mais il faut bien quand même des documents de base pour pouvoir travailler. Vous voulez faire quoi? Vous arrivez et vous demandez aux parents d'écrire un cahier des charges. Parce qu'on a récupéré exactement la même chose qu'au séminaire, parce que je l'ai là. Donc, le nombre de salles, le nombre de... Voilà, on a dit... À Cap-Urbain, vous avez 30 mètres carrés, débrouillez-vous à faire quelque chose là-dessus. Point barre. Non, on part de normes, qui sont des normes, qui sont... Mais on part sur de normes. Bon, après, on les discute. On les discute. Et vous avez des parents qui nous ont demandé quelque chose de différent. J'y réponds aujourd'hui, vous n'êtes pas content. Donc, il y a un moment où il faut arrêter, quoi. Moi, je pense sincèrement que les commerçants ont rouspété un peu plus fort que certains, que la foire du 15 août... et alors, pourquoi? Parce que les commerçants, c'est une virgule dont il ne faut pas tenir compte. Donc l'histoire de l'origine
L'origine du champ de foire était pas je la le, faute des je, élus, le, je, le, je le redis depuis le départ, on n'aurait pas eu l'opportunité derrière, on le faisait sur le champ de foire parce qu'on n'avait pas d'autres possibilités, et financières et techniques. Pourquoi vous ne parlez jamais de la reconstruction sur site? Mais parce que on a fait l'étude et que c'est impossible. Il y a plus de 10 ans et c'était de la reconstruction. Qui était déjà à 7 millions d'euros. C'était de la reconstruction. Alors ça, je vois pas pourquoi ça C'était de la diminué. Mais non, c'était de la reconstruction. C'était même pas de la reconstruction, c'était de la rénovation. Et c'était pour 24 classes. On est pour 24 classes aujourd'hui, on est à 13 classes. Et c'est sur la construction. Qu'est-ce que vous allez me faire du reste des bâtiments? Là, il va bien falloir les réhabiliter, ces bâtiments. Il y a des constructions. Déconstruction, c'est pas construction. Bah, on parle de déconstruction. Et la déconstruction, vous saviez combien ça a coûté parce que vous pensez qu'on ne l'a pas regardé? Allez-y. Hein, on arrivait à 7 millions d'euros. En déconstruction. Ah ben, en déconstruction, reconstruction, parce que c'était ça, le sûr. truc. Parce que la rénovation, on l'a étudié, c'était pas possible. On arrivait à la déconstruction, reconstruction, on était à 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. Voilà. Donc, et vous avez raison, alors c'était pas il y a 10 ans, c'était un peu moins que ça, mais aujourd'hui, certainement qu'avec les couples, alors depuis on a eu de nouvelles normes qui nous sont tombées dessus, on était, non, il y a un moment, il faut arrêter de rêver. De toute façon, je sais comment vous fonctionnez, c'est-à-dire qu'à chaque fois, comme pour la piscine, comme pour le reste, les projets que l'on étudie et que l'on a discuté avec les gens, vous allez me trouver toujours 2-3 personnes qui vont vous être favorables pour pousser des hurlements et dire, mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. Bon, c'est le jeu politique. Il y a un moment aussi, c'est le jeu politique. Mais si, bien sûr que si. C'est le jeu politique. Après, il faut faire ce qu'il y a à faire. Oui. Je voudrais juste rajouter que c'est vrai que lorsqu'on avait fait dans les dernières commissions de sécurité sur l'école du centre, la problématique c'était que dans le cadre d'une rénovation, bon, les salles, il fallait qu'elles fassent plus de 60 mètres carrés, donc déjà une problématique, mais surtout il fallait agrandir tous les couloirs, donc il fallait reconstruire sur l'extérieur. On ne parle pas de rénovation. Non, mais on était vraiment sur une rénovation très très importante, on était pratiquement à près de 7 millions d'euros. On ne parle pas de rénovation. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Demain, on avait abandonné il y aura une déconstruction de la piscine, l'ancienne piscine. Ça ne va pas coûter non plus, vous aviez parlé à l'époque de 300 000 euros, je crois. Et encore, je pense qu'on est assez large là-dessus. On est un peu plus que ça. Oui. Bon, non, parce que vous avez de l'amiante dedans. Donc, oui, c'est ça. C'est pas une surprise. Non, mais c'est pas une surprise, mais ça a un coût. Oui, c'est bien sûr que ça a un coût. Ça a un coût. Mais moi, je suis, voilà, pour l'équipe, je suis désolé. Si on doit aller au bout du projet de l'école du centre, tout doit être étudié, tout doit être réétudié. Alors, il y a un mot, je ne comprends plus. Vous me reprochez de faire des études, mais vous demandez d'en faire d'autres. Non, parce que vous avez dit, tiens, on va faire à la piscine. Non, ben non, pas à la piscine, on va faire au séminaire. Mais à la demande des gens. Au séminaire, si on n'était pas intervenu, mais à la demande des Lussonnet, monsieur Nolot. Quand j'écoute les gens, j'écoute la totalité. J'écoute la totalité des gens. J'écoute pas une seule catégorie qui m'intéresse. Ne dites pas qu'on est contre ou qu'on fait de la politique. Si on n'était pas intervenu, non, mais si on n'était pas intervenu sur le séminaire, ça serait fait, et la fusion avec Jean Moulin aurait été faite, c'est écrit. Mais c'est faux. C'était une étude. C'était une étude. Et au bout du compte, il n'y avait pas la place. Donc, oui, il y a eu une étude. Ouais. Il y a eu une étude. Vous le lisez, hein. Oui, mais il y a eu une étude. Lu, hein. Oui, non, mais attendez. La ville cherche depuis plusieurs années à regrouper les 2 écoles élémentaires. Voilà. Bah oui, et au bout du compte, c'est pas ce qui va se faire. Bah, j'espère. Bon, bah alors, qu'est-ce que vous venez me raconter? Bah, moi, j'ai rien inventé, c'est écrit. Non, mais vous êtes sur une étude. C'est extraordinaire, ça. Ah non, c'est pas extraordinaire. Vous prenez un écrit qui a été rejeté par la municipalité elle-même en disant c'est ce que vous vouliez faire. Moi, je vous trouve extraordinaire. C'est d'une mauvaise foi. Non, c'est pas d'une mauvaise foi. Bien sûr. On a 2 hectares 2, on a 22 000 mètres carrés de terrain, il y a largement de quoi. Et on en a eu écho, on en a entendu parler comme quoi il y avait possibilité de regrouper les 2 écoles sur le même site. Voilà. Oui. Et quand on a dit à ce moment-là, il fallait mettre les 2 élémentaires d'un côté, voir si on pouvait mettre les 2 élémentaires et les primaires d'un côté, c'était une étude, mais il fallait bien l'étudier. C'était une idée, il fallait bien l'étudier. Bon, et pourtant, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que si jamais j'avais eu un autoritarisme terrible, je l'aurais fait. Point final. Et là, au contraire, c'est pas fait, mais on l'a étudié. Vous faites une contradiction qui est formelle. Mais si, votre mauvaise foi surtout. Allez, là-dessus, puisque je sais que vous êtes pressé par cause d'un match de football derrière. Donc, je fais passer les écoles avant le foot. S'il n'y a pas d'intervention, sur cette délibération, qui est l'autorisation budgétaire spéciale 2019, y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour?
23 pour, donc 5 abstentions. Merci. L'autorisation budgétaire, cette fois-ci, c'est pour le budget assainissement. Alors bon, c'est la même chose, mais là, il s'agit donc tout simplement de pouvoir continuer, donc avec 50 000 en frais d'études, et puis des immobilisations au cours pour un montant de 10 000 € en attendant le budget primitif. Des questions, des remarques? Des contre? Des abstentions? Des pour? Unanimité. La 7e délibération, effacement de créances. Bon, bah, c'est suite à une liquidation, du de surendettement, excusez-moi. Donc, on nous demande de retirer 283,11 € sur la restauration scolaire et la garderie. Des remarques ou des questions? Des contre? Des abstentions? Des pour? Unanimité, merci. 8e délibération, acompte de subvention 2019 aux associations. Alors ça, c'est ce qu'on fait donc chaque année pour permettre aux associations, en particulier celles qui ont du personnel, de pouvoir le faire à une exception près, là. Je vous propose donc de mettre une avance de 22 000 € au campus, 20 000 € au Luçon Football Club, 10 000 € au Luçon Basket Club, 2 000 € au Tennis Club, 2 000 € au Vélos Club, et puis 900 € à la CLIC, c'est pour pouvoir payer une facture qui leur est arrivée, qui vient de la ville. Et puis, je vous propose d'avoir un acompte de subvention de 150 000 € pour le CCAS. Remarque, question? Juste pour la CLIC. Quand on avait voté donc, la valorisation des biens et des équipements mis à disposition des associations, nous avions dit et pris en exemple les écoles et entre autres la fête des écoles publiques, en disant que ça serait culotté de leur demander de l'argent, étant donné qu'ils font cette fête pour les parents et les enfants, mais aussi pour dégager des ressources. Vous nous aviez dit que non, il n'y aurait pas de souci. Là, on voit aujourd'hui, malheureusement, on leur redonne une resubvention. Voilà. Il aurait été bien de l'inscrire dans cette délibération. Non, mais c'est extraordinaire. Là, M. Charpentier rigolait. Ah oui. Il aurait été bien de l'inscrire, au moins de mettre des exceptions sur quelques manifestations. Je ne parle pas d'associations, quelques manifestations. Alors, je vous l'ai déjà dit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire un règlement intérieur qui est pas toujours simple. On avait dit qu'il n'y aurait pas de problème, il n'y aura pas de problème, puisque je vous propose aujourd'hui d'inscrire donc cette subvention. Il est un fait qu'il faut réfléchir quand même au cas par cas à quelles sont les choses pour lesquelles il faut intervenir ou pas intervenir. Ce sera une discussion entre nous, à moins que vous ne souhaitiez que je le fasse de manière autoritaire, comme a priori ce que vous dites, j'ai l'habitude de le faire, mais je préfère le mettre à la discussion entre nous, ça me semble plus dans mes habitudes. Voilà. D'autres interventions? Il aurait été peut-être bien de ne pas envoyer la facture. Hein? Il aurait peut-être été bien de ne pas envoyer la facture. Parce que non. Pour l'instant, c'est pour tout le monde pareil. Mais oui, j'ai bien compris. Donc il faut faire un règlement intérieur. Voilà. Mais ça, je tiens. Alors, si vous voulez, je préfère réagir aujourd'hui au coup par coup sur des cas qui sont des cas spécifiques, qu'on réfléchisse bien sur ce règlement intérieur et qu'on arrive dessus sur un consensus. Ça vous va, le consensus? D'accord? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'autres interventions? Je ne prendrai pas part au vote pour le campus. D'accord. Toi non plus. Et puis non plus. Alors, messieurs. Donc, y a-t-il d'autres personnes qui ne peuvent pas prendre part au vote? Non. Donc, pour les autres, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc, merci. Subvention exceptionnelle donc à l'association des jeunes sapeurs-pompiers de Luçon. On a déjà pris cette délibération. La seule chose, c'est qu'on était persuadé que c'était le SDIS. Or, ça n'est pas le SDIS, c'est une association à côté. Donc cette délibération, c'est tout simplement pour reprendre celle qu'on avait prise au 26 septembre. Et on retire du coup cet argent au SDIS pour le redonner à l'association des jeunes sapeurs-pompiers. Très simple. Remarques, questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Subvention à la maison départementale des adolescents de Vendée. La parole est à Madame Thibault. Merci.
Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public Maison départementale des adolescents de la Vendée. La Maison départementale des adolescents, donc plus communément utilisée MDA, est un lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation, d'information, d'éducation à la santé et de prévention pour les jeunes Vendéens de 12 à 21 ans, leurs parents et les professionnels œuvrant en lien avec les adolescents. Donc en fait, vu la commission favorable, finance favorable du 27 novembre, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 5 000 € à la MDA et que les crédits sont inscrits dans le budget en cours. C'est comme chaque année, et la MDA assure une permanence tous les mercredis au niveau du forum des services. Voilà. Y a-t-il des demandes de parole, intervention? Non. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 11e délibération, subvention pour la restauration des façades. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006 accordant une aide pour la restauration des façades situées à l'intérieur du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, vu les certificats de conformité des travaux établis par Monsieur Yves Nicolas, architecte chargé de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 27 novembre 2018, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde la subvention suivante à M. Philippe Charon, 1110,13 € et dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal, autorise M. le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Donc c'est vrai que pratiquement maintenant, à chaque conseil, nous avons au moins une demande de subvention pour la restauration des façades, ce qui est une bonne chose. Remarques ou questions? Non. Y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? L'unanimité. Il y a un bug? Ah, alors excusez-moi, on revient sur une petite chose que vient de me signaler Madame Thibault. En fait, c'est plus le centre hospitalier Mazurel, c'est le GIP maintenant. Sur la 10, il y a un petit bug qui s'est passé, donc si vous en êtes d'accord, on garde la délibération, mais en transformant par le GIP, s'il vous plaît. Tout le monde est d'accord? D'accord. 12e délibération fonds de concours de piscine intercommunale. Donc ça, vous savez, c'est une chose donc, qui a été promise pour qu'on puisse avoir le fonds amovible. C'est-à-dire que la ville de Luçon s'était engagée à verser un fonds de concours à la communauté de communes de 100 000 €. Donc en fait, il faut maintenant la voter pour que l'on puisse ensuite l'intégrer dans les conventions qui vont passer entre la communauté de communes et la ville de Luçon. Remarques, questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? 23 pour, 5 abstentions. Je vous en remercie. Ensuite, le recensement des voies communales, 13e délibération, c'est M. Gachet qui va vous en parler. Merci Monsieur le maire. Comme chaque année, il faut faire un ajustement des voies communales. Cette année, il y a eu pas mal de modifications puisque le département a rétrocédé des voies comme la rue, le boulevard Philippe-Pont, la route des Moutiers, la rue des Maniles, la route de la Roche, le boulevard Jean-François-Caille, pour environ 6 km. Donc nous avions 66 km de voies plus 6 km, ça fait 72 km. Ce chiffre sera à prendre en compte par la préfecture pour le calcul de la DGF. La commission d'urbanisme a donné un avis favorable et ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la liste de la voirie communale pour 72 km. Voilà. Bon. Spécial. Ah, c'est important pour la DGF.
Question, remarque, quelque chose? Oui, non, je voulais juste dire que c'est une bonne chose qu'on récupère, puisque ça augmente la DGF, mais qu'il y a un entretien malgré tout derrière qui aura à assumer, puisque une route, c'est environ tous les 8 ans, au mieux. Ouais. Donc voilà, si dans l'immédiat c'est refait à neuf, c'est bien. Mais ces routes-là sont moins sollicitées parce que si elles passent communales, c'est parce qu'il y a des déviations. Donc elles sont beaucoup moins sollicitées qu'avant. D'autres remarques ou questions? Non, donc des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité? C'est monsieur Gachet qui ronronne. Parce que ton micro fait du bruit. 14e délibération, Vendéo, extension du réseau potable. La parole est à monsieur Gachet. Bon, il y a un petit lotissement qui se crée là, le lotissement L'Abbé. Alors il y a une petite erreur sur la deuxième ligne là. Touche-le. Voilà, tiens, très bien, mets ta main dessus. Voilà, oui, c'est bon comme ça, voilà, hein? c'est bien. Alors, c'est pas sur le quai ouest du port, c'est le quai sud du port. Si vous voulez bien rectifier, il y a une petite erreur là. Hein, c'est... Ouais, mais là où ça se trouve là, c'est sur le quai sud. C'est sur le sud, mais ça s'appelle quai ouest quand même. Ouais, c'est le prolongement du quai ouest. Ouais, c'est la bizarrerie de l'urbanisme. Hein. C'est l'héritage. C'est l'héritage. L'ouest, c'est la ligne du sud. Ben oui. Oui, mais c'est le prolongement. C'est comme ça. C'est nommé comme ça sur le cadastre. Ah oui. Eh oui. Mais c'est l'héritage. Voilà. Allez-y. Donc c'est un petit lotissement qui se trouve au nord d'anciennement Maxi Caro. Hein. Alors, à terme, ce réseau est susceptible d'alimenter plusieurs parcelles. De ce fait, la réalisation de celui-ci est à la charge de la commune. Les travaux sont chiffrés vers Vendéo à 2427 €. Vendéo nous en paye la moitié, donc ça nous fait 1273 € TTC pour la commune. Les commissions d'urbanisme et finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale pour l'extension du réseau d'eau potable quai ouest du port pour un montant de 1273,75 € TTC. Et autorise monsieur le maire à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà, c'est un terrain de 3000 m² qui doit être urbanisé dans l'endroit dont on vient de parler. Question, remarque? Des contre? Des abstentions? Oui, 50%, oui. C'est marqué 2200. Oui, mais c'est 1213, oui. Exact. Oui, 2427, j'ai pas fait la division, mais divisé par 2, ça doit faire 1273. Oui. Hein? 13. Donc on met la moitié de la somme totale. Hein? Vous êtes d'accord? Donc on est d'accord pour 1273? Oui. 13. Hein? 1213,75. Ah ben c'est une erreur alors. Bon, l'essentiel c'est d'être d'accord. L'essentiel c'est d'être d'accord. C'est bien, monsieur le financier, nous venons de gagner 60 €. Voilà. Après cette petite rectification, et je vous remercie de l'avoir mis en exergue, on l'avait glissé pour voir si vous aviez bien suivi, donc c'est bien. Hein, sur cette petite rectification, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 15e délibération, c'est l'accessibilité. En fait, c'est un rapport dont il faudra prendre acte. C'est le rapport annuel de la Commission communale d'accessibilité pour 2018. Monsieur Gachet? Bien, je pense que vous avez le rapport entre les mains. Les premières pages rapportent les données générales qui sont les mêmes que d'habitude. Donc on a le PAVE, c'est-à-dire le plan d'accessibilité sur la voirie et les espaces publics.
Et puis on a l'ADAP, c'est l'agenda d'accessibilité programmée. Vous avez la liste des rues qui ont pu être faites dans le cadre du PAVE et hors PAVE. Je ne vous en fais pas la lecture, vous les avez avec vous. Pour 2018, ça a été réalisé lié à PAVE, c'est la rue Victor Hugo, et hors PAVE, on a eu le boulevard de l'Océan qui sera fait en 2010, qui sera plutôt fait en 2019, et puis le quai ouest du port et le quai est du port. Pour l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée, vous savez qu'on a défini une somme qui est réalisée chaque année. Le nombre de RP fin 2018 est donc de 48 et à l'issue de l'année 2018, 18 bâtiments sont accessibles. Par conséquent, 30 bâtiments communaux resteraient à traiter. Donc il reste encore pas mal de choses à faire, malgré les efforts qu'on peut faire chaque année. Mais au bout d'un certain temps, on va quand même y arriver. Les actions programmées pour 2017-2018, vous les avez ici. On a les actions programmées pour 2019. Alors, il y a le gymnase Plaisance, hein, s'il faut faire des vestiaires, des sanitaires. Les halles, c'est la rampe à mettre aux normes. Les bâtiments de la police municipale et la porte d'entrée qui est à revoir. Au Sourdi, il y a les vestiaires sanitaires. Le secours populaire, il y a la rampe d'accès. Le total des bâtiments, ça fait 53 100 €. Et puis dans le jardin du Maine, il y en a pour 66 433, ce qui fait 119 543. C'est ce que nous devons consacrer à peu près pour une période de 12 ans. Voilà, donc la commission s'est réunie il n'y a pas très longtemps. Pour la commission, il y a eu pas mal de demandes qui ont été faites. Hein. Les sanitaires des halles qui sont demandés, le chemin de l'Ermitage, l'accessibilité sera fait en 2019. L'étude de la rampe de l'estrade de la salle des fêtes, c'est techniquement difficile parce que là on nous demande une rampe pour aller sur l'estrade. Bon, je crois que ça prendrait la moitié de la salle, c'est pas possible. L'aménagement des places PMR auprès de l'espace Plaisance, il faut en mettre davantage. L'amélioration de l'éclairage, des places supplémentaires pour les PMR autour du Milan 10, c'est toujours des choses qui reviennent. La signalétique anti-exploit, la loi Élan, c'est l'évolution du logement et l'aménagement de la transition numérique. Alors on nous demande pas mal de portes automatiques, hein, à la maison de santé, au théâtre Milandi, à l'office du tourisme. L'encombrement des trottoirs par des poubelles, c'est une chose qui revient régulièrement aussi, ça gêne les personnes à mobilité réduite. Le stationnement sauvage, c'est la même chose. Et puis à la piscine, ça concerne la communauté de communes, on demande une rampe d'accès main courante absente au bassin et vestiaire PMR. Donc là, c'est une communauté de communes qui doit faire ça. Donc beaucoup de demandes sont faites. Bon, certaines sont réalisables, d'autres le sont beaucoup moins. Voilà. Mais enfin, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a quand même investi encore 119 543, c'est ce qu'on avait prévu pour une période de 12 ans. Donc tout se passe normalement. Remarque, question, M. Najolo ? Oui, je crois que ce qu'il faut souligner, enfin, c'est la bonne nouvelle d'avoir l'ascenseur bientôt à la mairie pour avoir accès à ces salles-là et la salle à côté, qui est inscrit en 2018 et qui sera réalisé en 2019. Oui, parce que les marchés avaient été infructueux. Oui. Donc il a fallu les relancer. Mais là maintenant, bon, c'est au taquet. Début 2019, là on doit enfin commencer. Non, je pense que c'est une bonne nouvelle, au moins il n'y a pas que les gens en fauteuil roulant, il y a aussi les gens à mobilité réduite. Non mais c'est vrai que ça a pris plus de temps qu'on aurait souhaité. Voilà. C'est malheureusement une chose qu'on voit de plus en plus. Je veux dire, moi qui suis chargé à la région des appels d'offres pour les travaux, de plus en plus on a des appels d'offres avec des lots infructueux, c'est-à-dire tout simplement des lots où aucune entreprise ne répond. Bon, c'est peut-être un signe de la relance de l'économie, il faut espérer, mais en attendant, c'est pour nous relativement gênant, c'est ce qui s'est passé ici. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse prendre acte que ce rapport annuel a été fait ? Oui ?
Je vous en remercie. Et maintenant, nous allons passer à la 16e délibération avec le transfert des routes départementales à la commune et le versement d'une soulte. Tout ceci va être traité par M. Gachet. Merci. Donc, Monsieur le maire rappelle que depuis la construction du contournement nord, certaines voies d'usage communal sont restées dans la commune publique départementale. Suite à la libération du 27 septembre 2016, plusieurs transferts de voies du département vers la commune ont été actés. Certaines portions nécessitaient au préalable des travaux de remise en état de la chaussée. Il faut savoir qu'à chaque fois que le département rétrocède une voie, il y a réfection de cette voie. Par contre, pour le boulevard Philippon, il y a un giratoire là-bas au niveau de du vétérinaire. Ce giratoire, pour des raisons techniques, n'avait pas pu être fait en même temps que le reste. Donc ce que nous propose le département, c'est de nous verser une soulte de 15 000 € qui correspond aux travaux qui n'avaient pas été faits. Donc la commission d'urbanisme et des finances ont donné leur accord et le conseil municipal, après en avoir délibéré, sollicite auprès du conseil départemental de la Vendée la soulte correspondant au montant des travaux sur le giratoire des anciens d'Indochine non réalisés d'un montant de 15 € hors taxe et autorise monsieur le maire à accomplir toutes les démarches liées à ce dossier. Voilà. Remarques, questions? Non? Y a-t-il des gens qui sont contre le fait qu'on récupère 15 000 € ou qui s'abstiendraient? Donc la raison veut sans doute que tout le monde soit d'accord? À l'unanimité? Merci. 17e délibération, modification du règlement intérieur applicable au service de restauration municipale de la ville de Luçon. La parole est à Madame Reculou. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du temps midi 2, la ville de Luçon organise un service de restauration municipale. Chaque jour, près de 600 repas sont livrés en liaison froide aux offices des écoles et aux centres de loisirs avant d'être réchauffés et servis aux enfants par les agents municipaux. La ville de Luçon assure l'encadrement des enfants, propose des repas équilibrés, organise une éducation nutritionnelle adaptée à l'âge des enfants et un temps d'animation dans le respect du besoin et détente de chacun. La ville de Luçon souhaite modifier le règlement intérieur permettant de définir les modalités de fonctionnement du service de restauration municipale. À cet effet, les parents utilisateurs seront informés de la mise en place de ce nouveau règlement à partir du 1er janvier 2019. Le nouveau règlement sera diffusé à toutes les familles et consultable sur le site internet de la ville de Luçon. Vu l'avis favorable de la commission scolaire du 20 novembre 2018 et le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes du règlement intérieur de la restauration municipale de la ville de Luçon. Donc, vous l'avez qui a été joint. Les modifications apportées sont surtout dans l'encadrement des projets d'accueil individualisé, ce qu'on appelle, nous, des PAI. Il faut savoir que les repas adaptés pour les enfants atteints d'une allergie alimentaire ne peuvent pas être fournis par notre prestataire. Donc c'est aux parents qui ont l'obligation de fournir le repas et on encadre les enfants pour prendre les repas sur le temps de restauration avec les autres enfants, mais on ne fournit pas les repas. Voilà, et le fait, c'est qu'on a quelques soucis par rapport à ça. On a des familles qui insistent pour que les enfants amènent les repas simplement les jours où il y a les aliments qui leur sont interdits. Sauf que notre prestataire ne peut pas valider les ingrédients qui constituent le repas avant le matin même, puisque malgré les repas qui sont diffusés 15 jours auparavant, ils peuvent être modifiés jusqu'à la veille s'il y a des ruptures de stock, un manquement au niveau du fournisseur. Et la fiche, la vraie fiche, qui est réaliste par rapport au contenu, elle est le matin à la livraison seulement. Donc il est impossible que les parents puissent fournir et répondre aux besoins de l'enfant par rapport à ces conditions. Voilà. Et nous, le personnel n'est pas formé pour répondre médicalement parlant aux besoins qu'il pourrait y avoir par rapport à ces allergies. Il est simplement formé au premier secours. Voilà. Simplement fermé au premier secours, donc ne peut pas forcément répondre aux allergies que pourraient avoir les enfants s'ils prenaient des aliments qui leur sont interdits. Voilà. En résumé, on ne peut pas garantir à 100% par ce système-là l'innocuité des
pour les composants. enfants qui sont... l'innocuité des composants pour les enfants qui sont allergiques. Donc on ne peut pas prendre ce risque-là, ce serait... D'ailleurs, je ne serais pas responsable. Il y a eu une circulaire ministérielle, on s'est appuyé sur cette circulaire pour pouvoir refaire ce règlement, rééditer ce règlement. Avez-vous des remarques ou des questions? On se posait des questions là-dessus, on va vous suivre. Hein. C'est vrai qu'on a vu il n'y a pas très longtemps une enseignante qui a eu malheureusement un drame avec quelqu'un qui était pourtant allergique, elle était pourtant au courant et qui est décédé, enfin un enfant qui est décédé. Hein. Effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, on n'ira pas plus loin, on vous suit. Bah, de toute façon, vous êtes appuyé sur une circulaire. Voilà. Bah, c'est vrai que ça reste dommageable quand même que ce prestataire qui fournit quand même en grosse quantité ne soit pas capable de le faire la veille dans sa composition. Je trouve ça étonnant, mais après tout, voilà, s'il n'y a pas d'obligation à ce qu'ils fournissent un repas le jour même. À défaut de fourniture, de toute façon, ils n'ont pas la possibilité de fournir les composants, si ce n'est que le matin même, après la fabrication des menus. Alors, il y a des prestataires qui peuvent répondre à cette demande. Hein. On a fait des recherches, d'ailleurs, c'est eux qui nous avaient dirigés vers eux, qui s'appellent Natama. Mais il faut savoir qu'il faut un minimum de 35 repas à la commande et qu'il est de l'ordre de 10,30 € lorsqu'on l'a consulté. 10,30 € par enfant, plus 40 € de livraison. Le problème ne doit pas être dans la composition, c'est plus dans le procédé et utiliser le matériel utilisé, parce que les repas sont composés. Après, non, c'est les produits. Non. Quand on a des allergies aux arachides, aux œufs, aux des choses comme ça. Il y a des traces de coque qui restent dans la fabrication. Pas forcément. En fait, ce qui peut arriver, si vous voulez, c'est qu'à un moment ou à un autre, alors je vais être caricatural exprès, vous vous trouvez avec un assaisonnement qui doit être fait avec de l'huile de tournesol, il tombe en rupture de stock d'huile de tournesol, ils vont vous prendre une huile à côté qui va remplacer, c'est de l'huile d'arachide. Mais ça, ils sont capables de nous le dire que le matin, au moment où ils le livrent. Donc, par contre, l'enfant, là, on l'a là, il est déjà arrivé au moment où on le sait. Donc, ou bien on ne le fait pas manger, et puis le risque est trop grand, quoi, parce que ça veut dire qu'il faudrait quelqu'un de suffisamment compétent le matin, au moment où ça arrive, pour analyser toutes les modifications qu'il peut y avoir, etc. Le risque est trop important. Il peut y avoir un gâteau aussi, et voilà, les œufs, ou alors je sais qu'il y a eu un jour où il y a eu des cookies qui n'étaient pas forcément prévus. Et il peut y avoir des arachides dedans, des choses comme ça, et si la maman n'a pas prévu en conséquence. Au-delà de ça, on va s'abstenir, puisqu'on va en reparler après, sur le montant du repas, du tarif. D'accord. Donc on s'abstiendra, puisqu'il est inscrit dedans. Donc, les repas, les nouveaux tarifs sont inscrits dedans. Oui, les nouveaux... Oui. Alors, sur cette délibération, On s'abstient. vous vous abstenez finalement, d'accord. Oui, parce qu'il y a les tarifs. Bon, j'avais déjà tapé, moi. Bien, donc, on va mettre au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc, qui est pour? Donc, 23 pour, 5 abstentions. Je vous en remercie. Restauration municipale, nouvelle tarification. Oui, merci Monsieur le maire. Le service de restauration municipale est proposé lors du temps midi 2 aux familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques de Luçon, ainsi que dans l'école privée Sainte-Famille. Les repas sont fabriqués et livrés aux offices municipaux par le restaurant scolaire Restoria, prestataire désigné. Le coût pour la collectivité englobe la facturation des repas effectués par le prestataire, ainsi que tous les frais inhérents au bon fonctionnement des offices municipaux, frais de personnel, d'équipement, fluide. Et la tarification n'a fait l'objet d'aucune augmentation depuis septembre 2016, malgré l'évolution de l'inflation. Donc, les tarifs de la restauration sont indiqués pour les repas pour les enfants luçonnais, les repas pour les enfants domiciliés hors Luçon, et les prix des repas pour adultes. Le PAI, c'est l'encadrement pour les enfants dont on parlait auparavant dans le règlement de la restauration. Considérant la revalorisation de la tarification des repas facturés par la société Restoria de Bournezeau, avec laquelle la ville de Luçon a reconduit le marché pour 3 ans, une nouvelle tarification sera demandée aux familles utilisatrices du service de restauration scolaire municipale, hausse proche de 3% du prix du repas à compter du 1er janvier 2019.
ayant entendu l'exposé de son rapporteur, vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires du 20 novembre 2018, vu l'avis favorable avec une abstention de la Commission des finances du 27 novembre 2018, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la nouvelle tarification applicable aux familles utilisatrices du service de la restauration scolaire à compter du 1er janvier 2019 comme suit. Alors là, on a appliqué des coefficients égaux à ou inférieurs à 700 € et supérieurs à 700 €, ce qui fait le prix du repas pour un enfant domicilié à Luçon à 2,70 € et 2,90 € pour un coefficient supérieur à 700 € à 2,90 €. Pour les enfants non domiciliés à Luçon, donc égal à 700 et inférieur à 4,10 €, supérieur à 700 à 4,30 €. Le prix d'un repas adulte à 6,30 € et pour le PAI, l'encadrement à 1,70 € par enfant. Intervention, monsieur Nolot. Alors pourquoi on s'abstient? Dans la délibération, vous parlez d'une augmentation de 3%. Alors, cette augmentation de 3%, elle se fait sur le coefficient bas de moins de 700. Effectivement, c'est 3%. Par contre, pour ceux qui sont au-dessus de 700, c'est une augmentation de 11,5%. Voilà. Donc, nous ne connaissons pas les répartitions exactes du nombre d'enfants de moins de 700, plus de 700. 45. Alors, pour répondre à la question, évidemment, nous, on ne l'a pas encore appliqué, donc on ne peut pas encore savoir. Mais au niveau du ALSH, c'est 45% et 55% supérieur à 700. D'accord. Alors, ce ne sera peut-être pas tout à fait le même pourcentage parce qu'il y a peut-être des enfants qui restent à la restauration scolaire qui ne sont pas impactés par le ALSH, mais je pense que c'est la tendance. Hein. Et peut-être même plus du 50-50. Ouais. Ça nous paraît quand même une grosse augmentation. Le coût de l'inflation, je veux bien, mais là, les 10 premiers mois de l'année, on est à 1,90. On est loin des 11,5% d'augmentation. C'est 30 centimes par repas. C'est quand même énorme. Voilà, il y a quelque chose qui va... Alors, l'instauration des coefficients familiaux, très bien. Peut-être qu'il aurait fallu créer une troisième tranche, une tranche entre les deux. C'est un premier pas déjà. Hein. Pardon ? Pourquoi pas? Je dis pourquoi ouais, pas. Parce que là, 30 centimes. Parce que, en fait, le problème, là, c'est que vous mettez une hausse de 3%, mais 3%, c'est pour la hausse la plus basse. C'est pour la tranche la plus basse. La tranche la plus basse, oui. Mais 11,5%, pour peu, il y en a qui ont été dans les rues avec des gilets jaunes pour moins que ça. Effectivement, c'est 30 centimes par repas. Je mais pas non plus au créneau. vous avez les prix d'achat des repas pour oui, juste un petit rappel. L'inflation est à 1,90, il n'est pas à 11,5. Je sais. Mais voilà. Donc, alors, on est dans je sais bien que la municipalité en prend une part. Qui en prend la plus grosse part. Grosse part. Je ne vais pas dire que c'est vous qui prenez l'augmentation, mais il y a un moment donné, ça nous paraît quand même. Alors, il faut savoir quand même qu'on a des tarifs qui sont dans les plus bas de Vendée. C'est ça. Hein. J'avais fait partie de la commission d'appel, c'était largement en dessous. C'était On a des repas, par exemple, à 3,45 sur des maternelles. On a jusqu'à du 4,88 sur les enfants qui ne sont pas inscrits à l'année. Sur Chantonnay, c'est 4,88 € par repas. Du 3,45, du 4,15. Alors après, La Roche-sur-Yon, c'est un peu plus compliqué, pas compliqué, mais il y a 5 tranches au niveau des coefficients. Donc on va de 50 ou 60 centimes d'euros jusqu'à presque 5 €, j'ai souvenir. Les herbiers, c'est 3 € à 3,90 €. On n'est pas dans des prix forts, hein, de toute façon. J'ai relevé des huiles à peu près équivalentes à la nôtre. Je ne suis pas allée dans toutes les cantines, mais... Le fait d'augmenter de 10 centimes sur le premier coefficient, voilà, ça paraît illogique. Hein. Mais là, 30 centimes sur tout ce qui est au-dessus, ça nous paraît énorme. Et il aurait peut-être fallu, effectivement, en créer un troisième. Voilà. Moi, titre de comparaison, je suis à 1200. Je ne roule pas sur l'or, loin de là. Et je prends 30 centimes. Enfin, parce qu'il y a l'augmentation. Pardon ? 20 centimes, en fait. Pourquoi l'augmentation de 70 à 2,90, ça fait que par rapport au coefficient. Non, mais là, le tarif étant passé de 2,70. Il est passé à 2,70, ça fait que 20, ça fait pas. 20 centimes, en fait. Ouais, non. Oui. Oui, il était de 60. Oui, mais Oui, mais ça fait que 20 de différence, pas 30. Bah si, il était à 2,60. Oui, bah là, jusqu'au oui, je comprends. Voilà. On était à 20 centimes d'écart entre les deux tranches.
Ok. D'autres interventions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc 23 pour, 5 abstentions. 19e délibération saison 2018-2019 du Théâtre Milandi, convention de partenariat entre la ville de Luçon, le collège Le Sourdi et son foyer socio-éducatif, mise à disposition et école du spectateur. La parole est à Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire rappelle que le Théâtre Milandi de la ville de Luçon est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement à la promotion de l'activité culturelle sur le territoire de la ville et permet un accès large et équitable des Luçonnais à la culture et au spectacle vivant en particulier. La ville souhaite également apporter sa contribution à l'action culturelle en direction des écoliers, collégiens et lycéens, développement culturel et spectacle vivant en particulier. En ce sens, la ville de Luçon souhaite apporter son concours au collège Le Sourdi dans le cadre de l'année scolaire 2018-2019 par un accompagnement technique, logistique et artistique découverte sur les différents projets culturels émanant du dit collège et de son foyer socio-éducatif. Considérant la nécessité de fixer les modalités du partenariat qui lie les 3 partenaires dans le cadre de ces projets. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 27 novembre 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec le collège Le Sourdi et son foyer socio-éducatif. Autorise Monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Donc je pense que vous avez tous regardé la convention de partenariat qui est habituelle puisqu'on le fait tous les ans, elle est assez récurrente pour la mise à disposition des services techniques de la scène pour la participation au club théâtre et ensuite l'école du spectateur pour la participation des spectacles à un prix préférentiel. Voilà. Des questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer donc à la 20e délibération avec la mise en place d'une badgeuse. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Compte tenu des contraintes liées à l'organisation des services, à leur dispersion géographique et à la diversité des métiers, il s'avère nécessaire de formaliser la gestion du temps de travail. Le comité technique, lors des réunions du 2 juillet 2018 et du 5 novembre 2018, a émis un avis favorable à l'unanimité sur le principe de l'installation d'une badgeuse au sein de la ville de Luçon. Un règlement lié à l'utilisation de la badgeuse sera élaboré. Ce nouveau système de comptage automatisé fera l'objet d'une inscription sur le registre des activités de traitement. La constitution et le maintien de ce registre est une obligation prévue à l'article 30 du Règlement général de la protection des données, le RGPD. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 27 novembre 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la mise en place d'un système de badgeuse pour le personnel et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à intervenir permettant la mise en place de la gestion du système. Donc c'est vrai que cette badgeuse permettra, alors c'est pas, bon je le rappelle, hein, c'est pas du flicage, mais ça permettra des horaires variables. C'est vrai que ça peut s'adapter un petit peu plus facilement quand il y a des mamans qui ont des enfants à emmener à l'école, par exemple, qui a des rendez-vous à l'extérieur, qui a des choses comme ça. Gestion des congés, des absences, donc voilà. Et puis ça facilitera un petit peu aussi la vie du personnel des RH. Ok. Remarque, question? Alors, en fait, ça va être, pour l'instant, il y en a une ici, et ensuite, ça va être élargi. Donc, si vous voulez, mais oui, on a commencé, si vous voulez, à la demande d'ailleurs de la direction générale, qui nous dit on va commencer par nous-mêmes pour que les choses soient claires, nettes et précises, hein, et qu'on puisse mettre vraiment au point avant de les mettre dans les autres services. Parce que c'est vrai qu'entre les temps complets, les temps non complets, parce qu'il y a des gens qui travaillent à 80%, d'autres à 70%, il y en a qui ont vraiment des horaires qui ont à peine à mi-temps. C'est vrai que c'est hyper compliqué. Ça a été très 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 pointu à mettre en place. Je pense qu'on est bien rodé là et que ça va pouvoir être mis en place ailleurs. Autres interventions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Mise à jour des tableaux des effectifs
au 31 décembre 2018. Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est une délibération que nous passons tous les ans, évidemment, puisque elle tient compte de la nomination des agents, enfin des changements de grade, des promotions internes, voilà. Donc, vu la délibération du 25 septembre 2018 portant création... Ah ben non, je sais pas... Oui, enfin si. D'un poste d'animateur territorial à temps complet, vu la délibération du 25 septembre 2018 portant création d'un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet, considérant la suppression de postes suite à avancement de grade, départ à la retraite, promotion interne, licenciement, changement de temps de travail, radiation pour mutation, donc je vous fais grâce de la liste des postes, considérant les recrutements nouveaux, Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que suite à ces divers mouvements, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs. Le tableau des effectifs annexé tient compte des modifications énoncées ci-dessus. Vu l'avis favorable de la commission des finances du 27 novembre 2018, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'arrêter le tableau des effectifs de la commune de Luçon au 31 décembre 2018. Donc si vous avez eu l'occasion de regarder l'annexe 5, donc le tableau des effectifs, donc vous verrez qu'il n'y a pas énormément de changements par rapport à l'année dernière, et qu'en fait, en fonction, comme on l'a dit, des promotions, des départs à la retraite et des avancements de grade, on est à peu près le même nombre d'agents que 118, 116, il n'y a pas une grosse différence par rapport à l'année dernière. Remarques ou questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Tac. Dernière donc délibération de ce conseil municipal. C'est l'avenant numéro 1 à la convention de réversion entre la communauté de communes du Pays Né de la Mer et la ville de Luçon. Je vais essayer de vous résumer les choses de manière claire. En fait, lorsqu'il y a eu la création du Vendéopole à Saint-Hermine, la ville de Luçon, la commune de Sainte-Gemme et le syndicat mixte de Saint-Hermine avaient donc abondé par un certain montant. Il s'est avéré que la ville de Sainte-Gemme a ensuite rejoint la communauté de communes du Pays de Saint-Hermine, et donc la ville de Luçon était restée avec un certain montant qui avait permis donc de créer le Vendéopole. Il avait été dit dans les statuts à l'époque que sur les excédents donc de fonctionnement du Vendéopole, c'était réparti entre la ville de Luçon et Saint-Hermine. Quand nous sommes rentrés dans la communauté de communes du Pays Né de la Mer, la compétence pour la ville de Luçon a tombé, c'est la communauté de communes qui l'avait. Donc la communauté de communes était en substitution de la ville de Luçon. Donc c'est elle qui touchait le montant des excédents. Naturellement à la perte de la ville de Luçon qui avait fait une avance. Donc on s'était mis d'accord en disant c'est très simple, il y a eu un montant qui était de l'ordre du million d'euros qui a été mis par la ville de Luçon, vous en gardez 20%, vous nous en redonnez 80% jusqu'au moment où la ville de Luçon aura été remboursée. Bon. Donc les choses étaient entendues, et puis il y a eu les 4 communautés de communes donc qui se sont réunis, et du coup la convention elle-même est tombée. Donc globalement il restait encore 498 550,63 € d'avance donc de la ville de Luçon. Donc à partir de là, eh bien il fallait trouver donc un système pour que ce soit remboursé. Comme le syndicat mixte avait disparu, les histoires des excédents de fonctionnement étaient très compliquées à faire. Donc on s'est mis d'accord tout simplement pour mettre un échéancier qui permet à la ville de Luçon donc de récupérer les biens avancés, et d'un autre côté ne gêne pas plus que ça donc la communauté de communes par rapport donc à ses budgets. Donc vous voyez, on avait 490 550,63 € à reverser, mais on a voté tout à l'heure donc 100 000 € d'avance, reste 300
390 000 550,63 €. Voilà, donc en 2018, on a fait une grosse part, parce qu'il y avait 2017-2018, donc fallait le rattraper. Et ensuite, donc, vous voyez, jusqu'en 2028, des années à 34 858,26 €. Ce qui fait qu'au centime près, eh bien, la ville de Luçon aura été remboursée et, dans sa grande générosité, n'a pas appliqué de taux usurier à l'attente de son remboursement. Voilà. Ça me fait plaisir de dire ça. Bon, avez-vous des questions ou des remarques à faire? Non? Donc, je le mets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité. Mes chers amis, c'est sur cette belle unanimité que nous en avons terminé sur la dernière délibération de cette année. Je voudrais, avant de refermer, souhaiter à chacun d'entre vous de bonnes fêtes de fin d'année, de passer donc de très belles fêtes en famille et avec vos amis. Et puis, je voudrais vous inviter, comme traditionnellement, à partager quelques chocolats d'honneur de l'autre côté. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.